Est-ce que la personne qui vient tout juste d'attaquer son mois de no-buy à l'occasion de son propre challenge littéraire s'en vient avec un book haul? Tout à fait. Je crois qu'on peut prendre 2 minutes pour savourer l'ironie ou alors crier au génie parce que peut-être que en parcourant tous les bouquins qui sont venus rejoindre ma pile à lire au fil des derniers mois, ça me donnera encore plus envie de les découvrir et encore moins envie d'acheter des nouveaux. Et oui, je crois qu'à 30 ans, je crois encore au Père Noël. Hello mes petits yaourts chauds de Bruxelles, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie et presque moi-même étonnée de vous retrouver aujourd'hui pour un book haul qui est un peu un type de vidéo qui fait office de fossile, d'ovni sur la chaîne puisque vous n'en avez pas vu depuis plus d'1 an. Dans la mesure où quand vous tournez une dizaine de vidéos par an, c'est le genre de contenu qui passe assez rapidement à la trappe parce qu'on a envie de se concentrer peut-être sur d'autres éléments de notre vie littéraire. Mais là, comme je tiens un hyper bon rythme en ce début d'année 2023, pourquoi pas renouer avec de vieilles habitudes et je vous propose qu'on s'y colle tout de suite. On y va. Et parce que visiblement j'ai décidé de faire fi d'absolument toute forme de logique et de cohérence, je vous propose qu'on attaque directement avec mes dernières acquisitions, parce qu'après tout, pourquoi pas. Et j'ouvre les hostilités avec une suite de sagas dont je vous ai parlé dans ma vidéo consacrée aux sagas, parce que c'était l'un de mes objectifs 2023 de la poursuivre, donc j'espère que ce sera chose faite, puisque je me suis offert Promotion funeste écrit par Naomi Novik, qui est donc la suite d'Éducation meurtrière, publiée aux éditions Pygmalion. Dans le premier opus, on suit les aventures pas toujours très faciles de Galadriel, une jeune mage qui a intégré la Scholomance, une académie de magie qui a déjà la particularité d'être construite dans une sorte d'espace un petit peu coincé entre différents univers, et en plus ça fonctionne totalement en vase clos parce qu'à partir du moment où tout le monde a fait sa rentrée, plus personne ne peut ni entrer ni sortir au sein de l'académie. Vraiment tout est fermé hermétiquement et déjà c'est un petit peu pesant comme ambiance, mais si vous rajoutez à ça le fait que l'école grouille de monstres qui ne cherchent qu'à vous bouffer à la moindre occasion, vous obtenez un cocktail assez détonnant qui avait hyper bien fonctionné pour moi, donc j'ai très hâte de voir ce que me réserve ce deuxième tome. Autre acquisition récente mais qui nous permet de glisser gentiment dans le domaine du contemporain avec un titre signé par Michael Brun-Arnaud qui s'appelle Les Vallées Closes. C'est publié aux éditions Robert Laffont et on va y suivre l'histoire de Claude Marie, un homme qui va prendre sous son aile Enzo, un jeune garçon atteint de déficience intellectuelle, et l'association des deux n'est visiblement pas du tout au goût du village puisque le résumé, qui est assez énigmatique, nous fait comprendre que Claude Marie, suite à la prise sous son aile de ce jeune garçon, va devoir se cacher dans le grenier de sa mère pour échapper à la vindicte populaire. Donc c'est assez intriguant et je fais vraiment confiance à cet auteur à qui on doit le très touchant Mémoire de la forêt, publié aux éditions de l'École des loisirs, pour nous proposer quelque chose d'assez frappant, d'assez marquant et de déchirant. Donc j'ai très hâte de voir ce que Michael a sous le coude et ce qu'il nous a proposé en littérature adulte. Une fois n'est pas coutume, on passe totalement du coq à l'âne puisque je vous présente une forme d'essai, ou en tout cas un récit pour le moins inhabituel, puisque je vous présente Smoke Gets in Your Eyes. C'est écrit par Kathleen Doughty, je sais pas exactement comment ça se prononce, et c'est juste les recueils de pensées de l'autrice après son séjour, son stage, son apprentissage dans un crématorium. Donc c'est plein de faits scientifiques avérés mais aussi de ressentis autour de la préparation des corps, autour de la mort, autour de cet univers qu'on connaît quand même assez peu, qui semble assez macabre mais apparemment c'est hyper drôle, très instructif, et je sais pas pourquoi j'avais eu très envie de le découvrir. Je crois que c'était après avoir lu The Dead Romantics qui se passe dans une maison funéraire. Je sais pas, ça m'avait plongé dans une ambiance où j'avais envie d'en apprendre plus, et je pense qu'il y a moyen de passer un excellent moment. Un peu bizarre, mais en même temps il faut un peu exorciser cette peur de la mort, et je me dis qu'avec une bonne dose d'humour et de fun facts, c'est une bonne façon de le faire. Autre récit de l'intime mais dans un domaine beaucoup plus consensuel puisqu'on va parler de création et d'écriture avec Et l'imagination prend feu de Christelle Dabos, qui est tout simplement une réflexion de l'autrice à qui on doit Les fiancés de l'hiver sur son rapport à l'écriture, à la création, comment est-ce que sa carrière d'autrice s'est lancée, par quels affres est-ce qu'elle est passée, qu'est-ce qui l'a motivée, qu'est-ce qui l'a inspirée, qu'est-ce qui l'a nourrie pour devenir la plume qu'on connaît aujourd'hui. C'est très court, j'avais commencé à le feuilleter, j'ai déjà lu 50 pages et ma foi c'est assez intéressant. C'est pas forcément le livre sur lequel je vais me précipiter avec entrain et avidité tous les jours, mais le picorer de temps en temps c'est assez sympa. Il y a de bonnes anecdotes, il y a quand même de chouettes références aussi culturelles, donc ça se savoure petit à petit et c'est très cool. Là a priori il faudrait pousser le bouchon un peu loin pour trouver une forme de connexion logique entre le titre que je viens de vous présenter et l'album que j'ai sous les mains, encore que si on part du principe que Christelle Dabos est quelqu'un d'assez casanier, eh bien on peut trouver une forme de thématique commune, puisque je veux vous parler d'un magnifique album jeunesse que j'ai déjà lu pour le coup et adoré.
Il s'agit de Un hiver avec Bleuet, qui est écrit, là vous me pardonnerez, par Hae-Gyum Kim. C'est publié aux éditions Michi, qui est donc une toute nouvelle maison d'édition spécialisée dans la jeunesse et plus particulièrement dans les albums illustrés, que j'ai d'ailleurs soutenu pendant leur campagne Ulule, je crois. Donc je suis très contente d'avoir reçu cet album qui va nous raconter l'histoire de Bleuet, un ours qui adore rester chez lui. Et là, c'est le début de l'hiver, c'est le début de l'hibernation, donc il a tout prévu, il a tout stocké chez lui, il a juste envie de tricoter, de rester sous sa couette, de manger, de regarder des films, enfin juste de rester dans sa bulle pendant des mois. Et là c'est super parce que il a même pas besoin de chercher des excuses pour éviter de sortir de chez lui, pour éviter les moments sociaux dans lesquels il se sent pas très à l'aise. Il a des mois et des mois de tranquillité devant lui, sauf que, bah non, un de ses amis va venir frapper à sa porte et peut-être l'obliger à mettre une pâte et la truffe dehors, et c'était absolument adorable. C'est un récit sur le dépassement de ses peurs, sur sortir de sa zone de confort tout en appréciant aussi les moments du quotidien, les moments simples, et ça m'a beaucoup plu, que ce soit graphiquement ou même au niveau de la traduction. C'est un texte qui est très doux, qui est très beau, je trouve qu'il y a des rimes qui sont savoureuses et je sais pas, il y a une texture, une tonalité qui ont beaucoup résonné en moi à la lecture, c'était un très chouette moment. Bon, et puisqu'on est dans les albums, je vous propose qu'on y reste avec un achat que j'ai effectué, je crois, la veille de Noël en librairie indépendante, parce que j'avais repéré pas mal de planches d'une autrice que j'aime tout particulièrement sur internet, et je sais pas pourquoi je l'avais jamais croisée en librairie, donc là forcément, veille de Noël, il est en place d'honneur sur la table des albums jeunesse. Pensez bien que j'ai craqué, il s'agit de Suivez le guide, écrit et dessiné par Camille Garoche, c'est publié aux éditions Casterman. Pour le coup c'est pas vraiment un cherche et trouve, c'est plutôt un enchevêtrement de scènes qui ont pour fil rouge l'entrée d'un chat dans un appartement, et vous avez juste des cases à soulever pour découvrir des petits secrets, des petits clins d'œil qui sont dissimulés ici et là. Et j'aime énormément le travail de cette illustratrice à qui on devait Fox Garden et Lapin Blanc, qui sont deux albums sans texte qu'elle a publiés il y a quelques années de ça, et qui étaient très intéressants parce qu'en plus c'était une technique de découpe papier, photographié, bref c'était somptueux. Là graphiquement c'est différent, mais j'aime toujours autant son travail, et il me tarde de suivre le guide à mon tour. Bon, et là pour le coup je vous ferai pas l'affront d'essayer de trouver un rapport, ça n'a vraiment rien à voir avec le pâté, on passe à une forme de cozy mystery, enfin en tout cas une petite enquête qui a été d'ailleurs un cadeau de la part de l'un d'entre vous, donc encore merci Julien si tu passes par ici. Il s'agit de Death by Bubble Tea, qui est écrit par Jennifer G. Shaw, qui raconte simplement l'histoire d'une jeune femme qui va recevoir la visite de sa cousine Céline qui vient directement de Hong Kong, et elle va devoir un petit peu jouer les guides touristiques et s'occuper de cette cousine qu'elle ne voit visiblement pas très souvent, et les deux vont donc se retrouver amenés à tenir le stand de bubble tea familial, sauf que l'une de leurs clientes, après avoir avalé l'une de ses boissons, va tomber raide morte, et les soupçons vont donc tout naturellement se tourner vers les deux jeunes femmes qui vont décider de mener l'enquête pour essayer de laver un peu leur honneur et surtout de ne pas finir en prison. J'ai pas grand chose d'autre à dire à son sujet, c'est un livre en anglais qui je pense va beaucoup me plaire parce qu'il est dans la même collection que In the Company of Witches, qui est un autre petit cozy mystery que j'ai découvert cet automne, et dont je vous ai déjà parlé d'ailleurs parce que vraiment ça avait été un excellent moment. Donc je me dis qu'en plus avec des bubble tea qui est tout bonnement ma boisson préférée, mon addiction ultime de la vie entière, c'est, je sais pas, ça promet un bon moment. Et puisqu'on parle d'addiction sucrée, il y a un autre titre en VO que je me suis offert qui me fait hyper envie. Il s'agit de A Wizard's Guide to Defensive Baking, c'est écrit par T. Kingsfisher, et ça raconte l'histoire de Mona, une petite jeune femme, je crois, âgée de 14 ans à peu près, qui vit dans un monde magique où tout le monde semble avoir des pouvoirs assez grandiloquents, hyper impressionnants, sauf elle, parce que sa forme de magie ne fonctionne que sur le pain, que sur la pâtisserie. Je crois qu'elle peut animer des bonhommes en pain d'épices, enfin ce genre de choses, ce qui est pas forcément époustouflant ni hyper utile, sauf qu'un jour, manque de bol, elle aussi va être frappée de malchance puisque l'une de ses clientes va être retrouvée raide morte sur le parterre de sa boulangerie, et ça va être l'occasion pour Mona de partir un peu à l'aventure. Et c'est un livre qui a extrêmement bonne presse auprès de la communauté anglophone qui est très portée sur le jeunesse young adult, donc je suis très intriguée. Apparemment c'est hyper drôle, bien écrit, quoi demander de plus? Oh, et puisqu'on en a évoqué les petits plaisirs VO que je me suis fait dernièrement, je ne peux pas ne pas évoquer celui-ci qui fait partie d'un craquage, comment vous dire, je suis allée dans ma wishlist
J'ai mis dans mon panier sans regarder à la dépense et je me suis tout simplement fait plaisir avant mon accouchement parce que c'était un petit peu, je sais pas, j'avais envie de mettre des nouveautés dans ma pile à lire et je ne pouvais pas passer à côté de Tomorrow, Tomorrow and Tomorrow, qui est donc le dernier livre signé par Gabrielle Zevine, je ne sais toujours pas comment ça se prononce, mais promis, un jour je me renseignerai. Et si vous êtes attentif et attentive sur la chaîne, vous n'êtes pas sans savoir que son roman Une vie ailleurs, qui a été publié il y a des années de ça chez Albin Michel dans leur collection Wiz, fait partie des lectures les plus marquantes de toute ma vie parce que je l'ai lu et relu ad nauseam quand j'étais gamine, quand j'étais adolescente, parce que cette histoire de monde dans la vie après la mort qui nous permet d'avoir une seconde chance, mais tout en étant un peu basé sur un système à la Benjamin Button, parce qu'à partir du moment où vous arrivez dans ce monde de l'au-delà, vous ne faites que rajeunir pour ensuite redevenir un bébé qui va être emmailloté, reposé sur le fleuve de la vie et renaître sous une nouvelle forme, tout simplement en conservant son âme, et j'avais été totalement transportée. Et donc là, Tomorrow, Tomorrow and Tomorrow, ça va raconter l'histoire de Sadie et Sam, deux ados qui vont se rencontrer à l'hôpital de façon tout à fait fortuite, se perdre de vue, et 8 ans plus tard, ils vont se recroiser et énormément s'entendre à tel point qu'ils vont finir par mettre en commun un petit peu leurs ressources pour créer des jeux vidéo. Et je sais juste que ça parle d'amitié, que ça parle de création et de tout ce qui rend la vie plus douce. Donc vous me proposez un pitch pareil signé par cette autrice, et évidemment que j'ai craqué. Autre roman que j'espère hyper doux, hyper tendre, les espoirs sont assez élevés, donc j'espère ne pas être déçue. Il s'agit de Sous la porte qui chuchote, écrit par T.J. Klune, publié aux éditions de Saxus. Et là, on va suivre l'histoire de Wallace, qui visiblement est un sacré con, un gros connard, employons les mots qu'il faut, qui va donc passer l'arme à gauche. Personne ne va le regretter, je crois même que les gens vont plutôt être soulagés à ses funérailles, sauf que il va y assister, étrangement, et se rendre compte qu'il n'était pas hyper apprécié, et son âme va donc se retrouver propulsée dans cette espèce de café paumé au milieu des bois, où il va avoir une période de transition de quelques semaines avec Hugo, le tenancier de l'établissement, pour essayer de se faire à cette nouvelle condition et de gentiment préparer la transition vers l'au-delà. J'en sais pas davantage. T.J. Klune, c'est un peu un auteur avec qui j'ai une relation en dents de scie parce que j'avais adoré le premier et le deuxième tome des Contes de Verania, qui est un récit de fantasy hyper loufoque. J'avais adoré, c'était un véritable coup de cœur, une révélation dont je vous ai parlé dans une vidéo que j'essaierai de vous remettre dans le petit ainsi qu'en barre d'infos. Par contre, j'avais été hyper déçue par La maison au milieu de la mer céruléenne, et je sais que c'est un avis pas franchement populaire parce que c'est le livre préféré de beaucoup de gens. Il y avait de bons éléments, mais moi j'avais trouvé ça assez plat et pas forcément formidable, donc ça m'a traversé, c'était sympa, je l'avais terminé, mais c'était pas non plus révolutionnaire, donc j'espère que celui-ci sera vachement mieux. Oh pareil, le prochain titre, j'espère que ça va être du top niveau, mais alors on n'est pas du tout dans la même catégorie. Là c'est même plutôt un récit assez glaçant, puisqu'il s'agit de The School for Good Mother, qui est donc un roman écrit par Jessamine Chan, que j'ai repéré chez Gibert quand j'étais enceinte, donc forcément de base le titre m'avait un peu attiré l'œil, et le pitch a l'air juste formidable puisqu'on va suivre un personnage qui s'appelle comment ? Frida. Frida, imaginez que c'est une femme qui vient d'avoir un enfant et qui a une deadline impossible à outrepasser au bureau. Si elle ne le fait pas, elle va finir par être virée, sauf que pour finir l'article sur lequel elle planche, elle a besoin d'un document qui est resté au travail, sauf qu'elle est chez elle toute seule avec sa fille et qu'elle ne peut pas faire autrement, elle est coincée. Du coup, elle va décider de laisser son enfant toute seule, sans surveillance, mais vraiment l'espace de faire l'aller-retour. Elle se dit qu'elle dort, qu'il n'y a pas de danger, qu'il ne risque rien de se passer, sauf que l'État va décider que c'est une mère indigne, confisquer l'enfant et envoyer Frida dans une sorte de maison de correction pour apprendre à devenir une mère modèle. Franchement, je sais pas ce que vous en dites, mais ce postulat de départ me vend du rêve. Enfin, du rêve. Calmons-nous, me vend une forme de cauchemar assez délectable à suivre, et en plus ça me rappelle un peu ce fait divers dans je ne sais plus quel état hyper conservateur des États-Unis qui emprisonne les femmes pour un oui ou pour un non, et j'étais tombée sur l'histoire absolument sordide d'une pauvre mère dont l'enfant avait contracté la méningite et elle a écopé de 30 ans de prison ferme parce que son gamin avait chopé une maladie alors que c'était pas du tout de sa faute, c'était pas de son fait, et donc elle est toujours en train de purger sa peine à cause d'une méningite. Donc je sais pas pourquoi, ça m'a un peu rappelé tout ça, et je me dis que parfois la fiction glaçante flirte toujours avec le réel, et c'est comme ça que c'est le plus efficace, donc je vous en donne des nouvelles bientôt. Et ma foi, puisqu'on a parlé d'états conservateurs qui emprisonnent les femmes dont les enfants sont malades, je me dis que la transition est plutôt pas dégueulasse pour vous parler d'un essai qui va sortir le 17 février aux éditions du Passager clandestin, qui s'appelle Mes trompes, mon choix.
Stérilisation contraceptive de l'oppression à la libération, c'est écrit par Lorraine Lévy et c'est, comme son nom l'indique, un essai, une réflexion et des recherches menées sur la stérilisation chez les femmes, et je trouve que c'est un sujet hyper actuel parce que j'en parlais encore il y a pas très longtemps avec ma meilleure amie dont la sœur a eu une grossesse assez difficile et voulait se faire ligaturer les trompes pour ne plus jamais avoir à revivre ça, sauf que le gynécologue chez qui elle est allée lui a refusé ce droit sous prétexte qu'elle est encore jeune et qu'elle pourrait changer d'avis, alors que c'est son corps, c'est son choix, c'est sa décision, et je trouve que ça questionne beaucoup de choses de notre société, de notre rapport au corps, de notre rapport à la maternité, et je suis très impatiente de voir ce que ces 200 pages ont sous le capot. Avec le prochain titre, on quitte totalement la controverse pour aller se perdre sur les chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle avec Plus jamais sans moi, un roman écrit par Maud Ankawa publié aux éditions Erol et qui raconte l'histoire de Constance, une avocate brillante d'une quarantaine d'années qui va décrocher le poste de ses rêves, sauf que, la période d'essai est assez peu conventionnelle puisqu'elle doit justement emprunter le pèlerinage de Saint-Jacques-de-Compostelle et ça va beaucoup la sortir de sa zone de confort, et je n'en sais pas davantage, je sais juste que c'est un récit sur les rencontres, sur le lâcher prise, qui flirte limite avec le développement personnel et le feel good, donc je suis assez curieuse de voir ce que ça donne parce que même si c'est pas forcément mon genre de lecture de prédilection, je suis quand même quelqu'un qui est très intéressé par Saint-Jacques-de-Compostelle, pas pour le côté croyance mais pour le côté dépassement de soi, voyage, aventure personnelle, parce que ça fait partie de mes objectifs de vie de faire tout un morceau qui passe dans les Pyrénées, français mais aussi espagnol, donc c'était l'occasion de le faire par procuration et j'ai très hâte. L'un des charmes que je trouve véritablement à l'exercice du book haul, c'est qu'on passe vraiment d'un univers à l'autre sans aucune forme de procès, et donc là on switch totalement vers la fantasy qui de mémoire est un titre assez cosy puisque je l'ai acheté directement après avoir visionné l'une des vidéos de Mathilde alias le Faucon littéraire que je vous invite à suivre sur YouTube si ce n'est pas déjà fait parce que j'aime beaucoup ses chroniques, elle lit beaucoup de science-fiction, de fantasy, de fantastique, donc si jamais c'est votre cam n'hésitez pas. Et elle a parlé avec beaucoup de chaleur de Noon ou le soleil noir qui est publié aux éditions Le Bélial et qui raconte l'histoire d'un ancien mercenaire devenu philosophe qui s'ennuie un petit peu, qui n'a pas un seul sou en poche et qui va se mettre au service d'un magicien un petit peu par la force des choses, alors que normalement dans cet univers c'est une caste de malfrats, de personnes pas honnêtes, et apparemment ce magicien qui s'appelle Noon serait assez différent des autres, et je sais pas, je crois juste que c'est les tribulations de cet improbable duo qui va se trouver, qui va discuter, faire route ensemble, j'en sais pas davantage, mais je sais qu'elle en avait dit grand bien et que ça m'avait vraiment donné envie puisque je vous dis je me suis précipitée sur internet pour le commander aussitôt, donc affaire à suivre. Je passe rapidement sur le dernier titre parce que je l'ai évoqué assez longuement dans mon dernier vlog, il s'agit de Celle qui devint le soleil qui est écrit par Shelley Parker Chan, c'est publié chez Brajlon dans leur collection Big Bang et on va suivre l'histoire d'une petite fille qui vit dans une région de la Chine au XIVe siècle frappée par la famine, par la sécheresse et qui vit dans une famille extrêmement pauvre avec son père et son frère à qui on va promettre une destinée assez brillante qui apparemment serait vouée à faire de grandes et immenses choses et à marquer l'histoire, sauf que lui et le père vont décéder suite à un épisode de famine particulièrement abrupt et la jeune femme va donc endosser l'identité de son frère pour se faire passer pour lui et essayer de faire quelque chose de sa vie, de sauver sa peau. Ça partait hyper bien, je crois que j'avais lu une centaine de pages, je l'avais mis en pause mais il me tarde encore une fois, je sais que je radote toujours la même chose mais dans les book hauls c'est difficile de dire autre chose que il me tarde de replonger dans cette Chine du XIVe siècle aux côtés de notre personnage. Et voilà, cette vidéo est enfin terminée et il est temps parce que j'ai ma fille qui est en train de m'appeler à corps et à cri parce que c'est l'heure du bain et de dîner, donc je vais vous abandonner ici. J'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire quels sont les titres qui ont rejoint votre propre bibliothèque dernièrement, quelles ont été vos trouvailles, mais aussi pourquoi pas les vidéos et vidéastes qui vous inspirent et qui vous font craquer en permanence. Je suis toujours à la recherche de nouvelles personnes, de nouveaux créateurs de contenu, donc n'hésitez pas à me dire tout ça dans les commentaires. Et moi, en attendant de vous lire, je vous souhaite comme d'habitude de merveilleuses rencontres de papier et je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo. Ciao ciao!